faut se méfier de la politisation du Rav Seuda. Il y en a qui tendent à le restreindre uniquement dans ce domaine-là, qui évidemment est très important, de la Judée-Samarie. Mais ce n'est pas ça le fondement de sa pensée. Ça, c'est une conséquence logique de sa pensée, à savoir le retour du peuple juif sur sa terre, conformément à la Torah. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Shlomo Aviner, Rosh Yeshiva Ateret Kohanim dans la vieille ville de Jérusalem. Rav Aviner, Shalom, Boker Tov. Shalom, chers amis. Heureux de vous rencontrer, que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que, on a marqué il y a 2 jours à peine le 40e anniversaire de la disparition de votre maître, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook, Zichrono Livracha, Zecher Tzadik Livracha. Et nous voulions revenir avec vous sur la personnalité du Rav Kook, dont vous avez été le disciple, et revenir avec vous d'abord à la fois sur les anecdotes dont vous vous souvenez de vos longues heures passées avec le Rav Kook, mais aussi de son legs, de ce qu'il a laissé, on va dire, pour la postérité, à l'ensemble du peuple juif, de cette grande réalisation qu'est le Mif'al de la Hitiyashvut, des implantations juives en Judée et en Samarie. Alors tout d'abord, première question plus intime, plus personnelle, votre première rencontre avec le Rav Kook, vous pouvez nous la raconter, vous vous en souvenez ? Je ne me rappelle pas très bien. J'ai rencontré, avant d'avoir étudié dans la yeshiva, lorsque j'étais très jeune, et nous avions un camp d'été en Eretz Israël. Et alors, à cette occasion, je suis venu le visiter et il m'a accueilli avec un grand respect, un grand amour. C'est ainsi qu'il se comportait envers le plus humble des Juifs. Quelle anecdote marquante vous vous souvenez de Rav Aviner, de vos rencontres? Quel est par exemple, si on peut dire, peut-être le message qui vous a le plus marqué du Rav Kook, que vous avez reçu, on va dire, en privé peut-être, pas dans des cours ou dans d'autres forums, mais en privé? Je ne me rappelle pas très bien, mais par exemple, lorsque j'étais très jeune, on m'a demandé d'être rabbin dans un kibbutz. Alors, je lui ai posé la question. Il m'a dit, allez-y. J'ai dit, mais je ne connais pas suffisamment d'halakha. Il m'a dit, étudiez et allez-y dans 1 an. Et chaque fois que j'avais des problèmes, je lui posais la question et il me répondait quoi faire. Parce que c'était assez complexe. J'étais presque le premier rabbin d'être dans un kibbutz. J'aimais beaucoup le kibbutz et j'aime encore le kibbutz. Mais c'était en fait une réalité complexe. Et il me dirigeait chaque fois et ses directives s'avéraient exactes. Le Rav Tzvi Yehuda Kook, c'était pas une personnalité dont on connaissait, on va dire, les grands traits de caractère. C'était, on va dire, une personnalité à la fois discrète, même si elle était très connue, on va dire, dans le mouvement sioniste religieux. Quelles étaient les grandes caractéristiques de la personnalité du Rav Kook? Il y avait un profond amour du peuple juif, un amour inconditionnel, et deuxièmement, une foi extrêmement profonde, une connaissance profonde et une foi profonde. Ce sont les 2 principes, Ahava ve'Emunah, et ce sont également les principes qu'il nous a inculqués comme principes majeurs pour nos jours, pour la résurrection du peuple juif sur sa terre. Le Rav Tzvi Yehuda Kook était-il le digne fils de son père? Est-ce qu'il a été le continuateur de l'enseignement que son père a diffusé à travers ses ouvrages, à travers les messages qu'il a fait passer jusqu'à sa mort en 1935? C'était véritablement la continuité du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook? Oui, c'était le disciple absolu du Rav Kook. Chaque enseignement qu'il donnait était exactement le même enseignement que le Rav Kook aurait donné si on lui avait posé la question. Le Rav Kook lui-même écrit dans une de ses lettres, alors le Rav Yehuda devait avoir environ 18 ans, cette question, vous pouvez la poser à mon fils, il vous répondra la même chose, c'est pratiquement la seule personne
qui arrive à pénétrer dans la profondeur de ma pensée. Comme on le sait, un disciple véritable, ce n'est pas uniquement celui qui se rappelle des enseignements de son maître, mais c'est essentiellement celui auquel, si l'on pose une question dont n'a pas traité le maître, parce qu'elle n'était pas encore en face de nous, il nous donne exactement la même réponse. Si on veut définir la mission particulière du Rav Kook, c'était l'émissaire divin pour insuffler une âme dans la résurrection du peuple juif. Et le Rav Tzvi Kook, c'était la continuation, à savoir insuffler une âme dans l'État juif, puisque l'État juif n'existait pas à l'époque du Rav Kook. Nous sommes heureux d'avoir un État, d'avoir une agriculture, d'avoir une industrie, d'avoir une armée, d'avoir une politique, d'avoir tout ça, mais il faut une âme. Et cette âme-là, c'était ça la tâche du Rav Tzvi Kook. Alors, on se souvient, ou en tout cas, on connaît certaines phrases célèbres du Rav Tzvi Kook, surtout au moment qui ont précédé la guerre des 6 jours. Il avait clamé « Où est Hebron Shelanu ? Où est notre Hebron ? Où est notre Naplouse ? Où est notre Shrem ?» Et quelques jours après, il y a eu la guerre des 6 jours et la conquête de la Judée et de la Samarie. Est-ce que vous avez des souvenirs du Rav Kook qui a, au moment où il a fondé, on va dire, où il a donné à ses disciples la directive de créer le Gush Emunim ? Effectivement, je n'ai pas de souvenirs. À cette époque-là, j'étais moi-même soldat. Je n'étais pas encore à la yeshiva. J'étais un soldat pendant la guerre des 6 jours et je n'ai pas de souvenirs personnels. Et de toute façon, j'ai une mémoire extrêmement faible. J'ai écrit, ça va sortir sous peu, 4 volumes sur l'histoire du Rav Tzvi, mais 99%, ce sont des choses qui m'ont été relatées au fur et à mesure des années et que j'ai notées. Idem pour les enseignements du Rav Tzvi. 99% des enseignements, je ne les ai pas entendus de vive voix, mais je les ai mis par écrit à partir d'enregistrements. La semaine dernière, j'ai compté que j'ai imprimé 39 livres sur la pensée du Rav Tzvi, plus les 4 qui vont sortir sous peu. Mais ça vous donne quand même la possibilité de nous déterminer, on va dire, l'enseignement, parce qu'au-delà, effectivement, de cet enseignement, de cette centralité de la terre d'Israël, le Rav Tzvi, il a diffusé cet enseignement, il a diffusé de multiples enseignements. Je reviens encore un peu parce que vous parliez de la guerre des 6 jours. Le Gush Emunim a été créé après la guerre de Kippour. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose qui est peut-être spécifique au Rav Tzvi, c'est-à-dire de traduire une pensée, de la concrétiser sur le terrain. C'était quelque chose qui était important pour lui. Oui, mais il faut faire très attention. Il faut se méfier de la politisation du Rav Tzvi. Il y en a qui tendent à le restreindre uniquement dans ce domaine-là, qui évidemment est très important, de la Judée-Samarie. Mais ce n'est pas ça le fondement de sa pensée. Ça, c'est une conséquence logique de sa pensée, à savoir le retour du peuple juif sur sa terre conformément à la Torah. Alors, ça implique également la terre. Mais ça ne veut pas dire que c'était le point central de sa pensée, que c'était le point, c'était son occupation primordiale. Sa préoccupation primordiale, comme nous l'avons dit, c'est la résurrection du peuple juif, c'est la Géoula, c'est la Torah, c'est la Emouna, c'est la vertu, c'est l'amour, c'est la profondeur de la Torah. C'est ça qui le préoccupait essentiellement. Bien qu'il soit célèbre à cause de ses impacts politiques, évidemment, très important. C'est pas négligeable, Rav Aviner, c'est dire... Non, j'ai dit très important, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas le centre de sa pensée.
c'est une conséquence. Qu'aurait dit le Rav Kook aujourd'hui s'il voyait, et pardonnez-moi de me focaliser encore une fois sur cela, s'il voyait 450 000 habitants en Judée-Samarie, des dizaines et des dizaines de Yishuvim qui ont été créés sous son influence, sous l'influence de ses disciples, qu'est-ce qu'il aurait dit de cela? Eh bien, il aurait été très heureux. Mais c'était un homme humble au possible. Une fois dans la rue, si vous voulez des anecdotes, oui. Il attendait quelque chose, quelqu'un dans la rue, au coin de l'ancienne yeshiva, dans la rue du Rav Kook à Jérusalem. Alors il y a un touriste américain qui lui a posé la question où elle était cette rue-là et cette rue-là. Il lui a répondu. Puis après il lui a dit tu t'appelles comment? Et il a dit je m'appelle Tzvi. Et ton nom de famille? Tzvi Cohen. Et tu fais quoi dans le civil? J'étudie un petit peu dans la yeshiva là-bas. Donc il était d'une très grande humilité. On essaye toujours de transcrire, de transposer l'enseignement d'un Rav qui nous a quittés il y a longtemps dans la réalité d'aujourd'hui. Une question, qu'est-ce qu'il aurait dit le Rav Aviner, qu'est-ce qu'il aurait dit le Rav Kook de la polémique de ces dernières semaines entre ses talmidim, ses élèves, ses disciples, ou les enfants de ses disciples, entre le Rav Melamed d'un côté, des rabbanim de l'autre. Est-ce que c'est vraiment dans l'esprit que le Rav Kook nous a légué? Il y a toujours eu des polémiques dans le peuple juif après Moshe Rabbeinu. Et les positions étaient légitimes. Mais il faut faire très attention à saisir les choses dans leur ensemble, dans leur perspective, dans leur proportion. 99% des points, on est tous d'accord. Il y a 1% sur lequel il y a controverse. Et évidemment, c'est ce qui intéresse les médias. C'est pas ce qui est commun. C'est les divergences. Donc il faut saisir tout dans sa proportion véritable. D'accord ? Ça veut dire qu'on peut dialoguer, mais avec du respect, c'est cela? C'est ce que vous voulez dire? Ça, c'est un deuxième point. Il peut y avoir des divergences d'opinion, non, des divergences d'opinion, mais pas des divergences de cœur. Ce que j'ajoute, c'est que les divergences d'opinion, elles sont très très minimes. Il ne faut pas faire, comme on dit en hébreu, d'une mouche un éléphant. Hein. Le Rav Kook nous a quittés il y a 40 ans. Est-ce que aujourd'hui le monde sioniste religieux, qui est relativement divisé, hein, il faut bien le voir, sur le plan politique et même sur le plan idéologique, est-ce que finalement un leader de la trempe du Rav Kook ne manque pas aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une pénurie de leadership incontestable et consensuel à la tête de ce mouvement sioniste religieux aujourd'hui? Non, il a un certain nombre de disciples extrêmement fidèles, extrêmement profonds, extrêmement sages, qui sont tous des génies. Pas moi, évidemment. Moi, je suis uniquement un script. Mais son enseignement n'est pas perdu, il se perpétue. Et encore une fois, c'est inexact de dire que le monde sioniste religieux est divisé. Il est divisé sur des points minimes. Et il est également inexact de dire que le peuple juif est divisé. C'est faux. Il y a évidemment des gens qui sont des fauteurs de dissensions professionnelles, mais la quasi-totalité du peuple juif sont des amis. Par exemple, dans chaque famille, il y a des religieux, des non-religieux, des gens de droite, des gens de gauche, des ashkénazes, des sfarades. Et ce sont des bons amis. Et idem au travail. Il y en a des comme ça, il y en a des comme ça. Et le lieu de la rencontre optimale, c'est à l'armée. Et à l'armée, il y a une profonde fusion. Sinon, vous pouvez fermer l'armée. Donc, c'est faux de dire que nous sommes divisés. Si vous voulez savoir ce que c'est un peuple divisé, eh bien, regardez ce qui se passe en Syrie. Alors, vous comprendrez. C'est 1,5 million d'assassinés, je ne sais pas combien, 3 millions qui ont fui, 8 millions qui ont aussi abandonné leur maison. Le peuple juif, c'est l'un des peuples, peut-être le peuple le plus uni sur Terre. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Comment on dit? Unis dans la diversité.
Et vous avez le sentiment que c'est ce qui est aujourd'hui dans la réalité actuelle, c'est-à-dire qu'on reste malgré tout unis, mais qu'on débat de problèmes qui sont relativement, on va être sur le terme, ceux qui ne sont pas particulièrement importants. C'est pas un sentiment, c'est une réalité qu'on peut vérifier. Celui qui va à l'armée, toutes ces questions s'évanouissent sur le champ. Il y a des controverses, effectivement, sur des points fondamentaux. Mais encore une fois, ce qui est commun à nous tous est infiniment plus grand que ce qui nous divise. Il ne faut pas oublier ça. 40 ans après, il vous arrive de penser ou de dire qu'est-ce que le Rav Kook aurait dit de cette situation à laquelle vous êtes vous-même confronté en tant que Rosh Yeshiva, en tant que Rav, en tant que décisionnaire? Le Rav Kook a été défini par son fils, le Rav Tzviuda Kook, non pas par le terme Gadol Hador, le grand de la génération, mais Gadol Hador Ve'adorot, et des générations. Autrement dit, il nous a légué un enseignement, idem le Rav Kook, idem le Rav Tzviuda, qui n'est pas uniquement valable de son temps, mais qui est valable pour des, je ne sais pas combien, des centaines, des dizaines, des centaines d'années à venir. Nous ne sommes pas des orphelins, nous ne sommes pas des veuves. Nous avons un enseignement qui nous dirige tout au long des situations les plus complexes qui soient. Donc un enseignement du Rav Tzviuda Cohen Kook qui reste aujourd'hui vivant, plus vivant que jamais. Merci beaucoup Rav Aviner d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir évoqué le souvenir de votre maître, le Rav Tzviuda Kook, à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Merci, bonne journée, à bientôt, Kol Tuv. Shalom, chers amis. Shalom, shalom.